la partie qui contestait la politique de prix de Gazprom, ou le contrat, souhaitait prouver que Gazprom en fait, avait commis un abus de position dominante. Je m'appelle Pascalis Pascalidis, je suis counsel chez Arend Mednach à Luxembourg. Je suis dans l'équipe de Dispute Resolution. Je m'en occupe prioritairement de tout ce qui est arbitrage, commercial et investissement, reconnaissance et exécution de sentences arbitrales à Luxembourg. Et en parallèle, je fais du droit européen. Par le passé, j'étais counsel et senior associate chez Gaillard Bonifaté Michel Baillet Disputes et Sherman & Sterling ici à Paris. Avant ça, référendaire au sein du cabinet du premier avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, de 2012 à 2018. Et je suis également professeur associé de droit public à l'Université Lyon 3 Jean Moulin. La majorité des clients du cabinet sont de fonds d'investissement, donc on a pas mal de clients de ce domaine. Et en même temps, dans le contexte de l'exécution, la reconnaissance et exécution de sentences, on agit pour des investisseurs contre des États, pour des États contre des investisseurs. En fait, on n'a pas vraiment un client typique. On a affaire avec des entreprises, des particuliers, des États, de fonds d'investissement notamment, parce que ça c'est important dans le contexte luxembourgeois, mais toujours dans le monde des affaires. Donc, évidemment, l'arbitrage est déjà là. Mais il existe depuis très très longtemps sous plusieurs formes. Et la concurrence, c'est le droit de la concurrence qui arrive sur la scène aux États-Unis avec la Sherman Act et en Europe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour pas mal de temps, ces deux mondes sont back-to-back, donc ils ne se rencontrent nulle part. Jusqu'au moment où on commence à avoir des arbitrages commerciaux. De différents qui se naissent à travers un contrat, où l'une des parties essaye de se retirer d'un contrat ou résilier un contrat en disant que le contrat est nul parce qu'il est contraire au droit de la concurrence, ou il y a une clause dans le contrat qui est contraire au droit de la concurrence. Et donc c'est dans ces contextes-là où il y a eu des tribunaux arbitraux qui étaient saisis des questions du droit de la concurrence, et en fonction du droit applicable, donc du siège du tribunal, du droit choisi par le parti, et du marché géographique qui était impacté par l'exécution du contrat en cause, pour ce qui nous concerne, le droit européen de la concurrence pourrait être pertinent. Et comme on conçoit le droit de la concurrence au sens large, donc le droit public de la concurrence, le droit des aides d'État, ça aussi c'est quelque chose qui est relativement neuf. On a eu des questions de ce type dans des arbitrages à partir du moment où il y avait des traités de protection des investissements conclus entre des États membres avec des pays tiers, notamment les anciens pays socialistes en Europe, qui par la suite ont adhéré à l'Union européenne. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où un État promettait ou mettait en place des régimes pour inciter l'investissement dans certains secteurs, l'investissement privé dans certains secteurs, et par la suite le modifier ou le supprimer en disant qu'en fait ces régimes sont des régimes de cet État qu'on n'aurait pas pu mettre en place au début, etc. Et donc, des tribunaux arbitraux étaient saisis des demandes d'arbitrage de ces investisseurs qui concernaient qu'en fait, que l'État avait une obligation de verser une indemnisation qui correspondait au montant de la subvention qui avait été promise pour inciter l'investissement et le montant qui avait été effectivement payé. Et donc, dans ce contexte, il y a eu des tribunaux arbitraux qui ont fait face à la question, donc, est-ce que ceci serait une aide d'État? On a vu jusqu'à aujourd'hui pas mal de dossiers de ce type sortir du contexte espagnol, où l'Espagne avait mis en place un système de subvention pour favoriser la production d'énergie renouvelable, afin de satisfaire aux critères du protocole de Kyoto qui était devenu obligatoire en Europe.
Donc elle a mis en place un système de rémunération garantie, disons, de taux garantis pour les investisseurs. Et par la suite, à partir du moment où la crise économique a touché l'Espagne, elle a commencé à modifier les montants qu'elle versait. Et donc des investisseurs ont saisi de tribunaux arbitraux en disant que l'Espagne avait violé ses engagements. Aujourd'hui, il y a des sentences qui sont rendues dans ces dossiers, et pas mal de sentences favorables aux investisseurs, et que l'Espagne considère qu'elles sont des aides d'État. Donc elle a notifié ces sentences à la Commission. Et dans une de ces affaires, la Commission a ouvert, que la Commission a pris comme affaire pilote, si je peux le dire comme ça, elle a ouvert une enquête afin de déterminer si la sentence est une aide d'État. Ça, ce n'est pas une première, la Commission l'a déjà fait dans le contexte d'une autre affaire qui est aussi publique, Micula. La Roumanie avait mis en place un système qui favorisait l'investissement dans certaines régions défavorisées en Roumanie, et elle a aboli ce système ou ce régime avant de pouvoir adhérer à l'Union européenne. L'investisseur réclame la différence entre ce qui lui avait été promis et ce qui finalement a été payé. Et la Commission avait pris une décision en 2015 en disant que cette indemnisation serait une aide d'État. Ce qui est maintenant contesté, il y a un recours en annulation contre la décision de la Commission qui est en cours devant les juridictions de l'Union européenne. Et pour ce qui est droit de la concurrence, ce n'est pas, en fait, c'est de l'arbitrage commercial, donc en principe c'est confidentiel, mais on peut toujours trouver dans les nouvelles ou dans la presse, ou parce que les affaires deviennent publiques par la suite, parce qu'il y a un recours en annulation contre la sentence, des affaires où il y a eu des questions de droit de la concurrence. Et on a vu le 101, article 101 TFUE, donc accord anticoncurrentiel, et article 102, abus de position dominante. Un peu plus peut-être du côté du 101, donc des cas où il y a un contrat et une de deux entreprises décide de résilier ce contrat en disant qu'il est anticoncurrentiel. Par exemple, c'était un contrat de fourniture de gaz entre un pays de l'Europe de l'Est et une grande entreprise russe. Et donc l'État de l'Europe de l'Est souhaitait sa thèse, donc la thèse de Lituanie, d'ailleurs l'affaire est publique, était que ces contrats mettaient en œuvre une pratique d'appui de position dominante à travers un abus sur le prix. Et la Commission avait lancé une enquête contre Gazprom qui a abouti à une décision de prise des engagements. Et donc là, la partie qui contestait la politique de prix de Gazprom, ou le contrat, souhaitait prouver que Gazprom en fait, avait commis un abus de position dominante. Son problème était que finalement, il y avait la communication de grief, mais pas une décision qui constatait une infraction. Et donc, quand le tribunal arbitral n'a pas vraiment jugé à sa faveur, elle a contesté la décision devant les juridictions suédoises parce que le siège de l'arbitrage était en Suède, et les juges suédois ont aussi rejeté le recours en disant, bon, en fait, communication de grief, ce n'est pas une preuve d'infraction. Donc, ce qui en fait, ouvre toute une série de questions sur les difficultés ou les défis qu'on fait face dans un contexte, dans un litige ou un arbitrage où les questions de droit de la concurrence des aides d'État se posent. D'abord, pour les cas pour les deux cas, c'est une analyse qui n'est pas facilement faite par les avocats de partie et qui n'est pas facilement comprise par un tribunal qui n'est pas spécialisé forcément dans le domaine, et parfois même pas dans le droit européen de la concurrence. Donc, je dirais que c'est presque indispensable pour les parties d'avoir des experts juridiques sur le droit de la concurrence, le droit des aides d'État, et notamment pour ce qui est droit de la concurrence, aussi des experts économiques qui peuvent faire l'analyse économique qui accompagne le raisonnement juridique. Du côté de droit de la concurrence, il y a des complications supplémentaires à faire face s'il n'y a pas une pratique décisionnelle de la Commission et d'une autorité de concurrence
qui définit par exemple la base de tout raisonnement en droit de la concurrence, donc la définition du marché pertinent. S'il n'y a pas cette définition, forcément la partie qui invoque l'infraction est censée faire ce travail avec ses experts, et c'est un travail qui est très laborieux. La partie adverse a aussi ses propres experts qui vont contester évidemment cette analyse. Et là où ça devient un peu difficile pour le tribunal, parce que s'il n'y a pas vraiment une décision de la commission qui tranche, ou de la concurrence qui tranche la question, le tribunal doit prendre la décision lui-même. Mais en revanche, il y a l'audience, donc l'opportunité de la cross-examination, l'interrogatoire des experts. Et là, on peut vraiment tester les positions des uns et des autres pour voir vraiment qu'est-ce qui me paraît au tribunal être la position la plus correcte. Du côté droit des aides d'État, nous avons de problématiques similaires. Il faut en principe un expert qui va accompagner ou soutenir l'analyse qui prouve que cette mesure en cause, c'est une aide d'État ou le contraire, que ce n'est pas une aide d'État. Mais la complication supplémentaire, c'est que alors que dans le régime du droit de la concurrence, toute juridiction peut être saisie de questions, donc arbitrales aussi, et répondre. L'examen de la compatibilité d'une mesure avec le régime des droits des aides d'État, c'est une prérogative de la Commission européenne. Et en plus, il y a l'obligation de standstill qui impose que un État ne peut pas mettre en œuvre une mesure, une aide d'État, pour autant que ceci n'a pas été notifié à la Commission et approuvé par celle-ci. Et donc, ce n'est pas finalement un tribunal arbitral d'essayer de faire une analyse de compatibilité de l'aide d'État, ou d'ailleurs une juridiction. Et donc là, peut-être le débat va se concentrer pas tellement sur la compatibilité, mais est-ce cette mesure, est-ce une aide? Donc est-ce qu'il y a vraiment un avantage? Est-ce que le critère de sélectivité est rempli? Est-ce qu'il y a des ressources étatiques impliquées, etc. Donc ça, c'est, disons, dans les grandes lignes, les problèmes pratiques auxquels on doit faire face. Peut-être encore à dire que avec la directive sur le private enforcement, on espérait qu'il y aurait beaucoup plus peut-être d'activités dans ce domaine. Et cette directive, en fait, est venue régler le plus grand problème qui était la preuve de l'infraction. Et donc, pour autant qu'il y ait une décision de la commission, de l'autorité qui constate l'infraction, ce problème est réglé, donc l'infraction est constatée. Et donc après, on peut, avec l'aide de la directive qui a des règles sur ces questions, aussi aborder les questions du lien de causalité et aussi de la preuve du préjudice. Est-ce qu'on a eu finalement le volume de travail qu'on peut-être on a anticipé avoir? C'est difficile à dire parce que pour autant que les procédures sont arbitrales, elles ne sont pas nécessairement publiques. Mais mon sentiment, c'est qu'en fait, on n'a pas eu cette hausse parce que finalement, on n'a pas eu beaucoup de décisions de la Commission qui constataient des infractions. La politique de la Commission, depuis certaines années maintenant, c'est une politique qui favorise les engagements plutôt que les décisions qui constatent des infractions. Et donc, ça veut dire que le challenge, le défi le plus important pour la victime de l'infraction, c'est toujours de prouver d'abord l'infraction. Donc, on revient sur les problématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Donc, la Commission a la possibilité d'intervenir en fonction du type d'arbitrage en cause, investissement commercial et des règles d'arbitrage applicables, mais elle n'est pas obligée de le faire. Donc, si elle va intervenir, c'est de sa propre initiative. Finalement, elle va décider que pour une raison ou une autre, il y a un intérêt pour le faire. Mais en principe, un tribunal arbitral va demander aux parties si l'une des deux parties demande, soit qu'une question soit posée à la commission, par exemple, le tribunal va demander les positions de parties sur cette question. Si la commission intervient, après les parties auront évidemment une opportunité à commenter sur la prise de position de la commission. Et il y a des cas, on a vu au moins un dans un arbitrage commercial où le tribunal arbitral qui était confronté à des questions des aides d'État
a écrit à la Commission pour lui exposer la problématique et demander des réponses à des questions. Et la Commission a écrit une lettre au tribunal qu'elle a publiée par la suite où la Commission elle fait un peu comme la Cour de justice, elle ne prend pas une position, elle ne donne pas une réponse, c'est comme ça, mais elle explique le raisonnement qu'il faut suivre et les critères qu'il faut tenir compte. Donc, si on peut le dire comme ça, elle donne des lignes directrices pour que le tribunal puisse appliquer le droit des aides d'État correctement. Mais, disons, finalement, dans la mesure, évidemment, où la sentence est rendue dans un État membre de l'Union européenne, où il y a une procédure d'exécution dans un État membre, il y a donc soit le recours en annulation ou les recours d'exéquatur contre les ordonnances d'exéquatur. Et dans ces contextes-là où les juridictions nationales sont saisies, ces questions de compatibilité avec le droit à la concurrence ou le droit des aides d'État qui sont d'ordre public peuvent être examinées par la juridiction saisie qui, elle, peut poser des questions préjudicielles, le cas échéant, à la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça, on l'a déjà vu. Les juridictions néerlandaises l'ont fait dans le cas éco-suisse, qui était, je dirais, le premier cas où il y a la question, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec les questions de droit à la concurrence dans un arbitrage commercial. Et c'était reposé dans Genentech, Cour d'appel de Paris, qui saisit la Cour de justice de l'Union européenne sur une question de compatibilité d'un contrat portant sur des marques dans l'industrie pharmaceutique avec le droit de la concurrence. Donc elle a posé la question à la Cour de justice. La Cour de justice a répondu non, ceci n'est pas une infraction à l'article 101. Et donc la Cour d'appel de Paris avait sa réponse. Elle a refusé d'annuler la sentence sur ces motifs-là. Évidemment, même aujourd'hui, ce n'est pas que ça, c'est la majorité du travail, ou on n'est pas même prêt à dire ça. Mais par rapport à la situation qui existait, disons, il y a 10 ans ou 20 ans, et il y a beaucoup plus aujourd'hui de ce qu'il y en avait par le passé. Donc des questions du droit européen de manière générale qui sont posées. Donc droit de la concurrence, droit des aides d'État, peut-être d'ici et de là d'autres des questions même de manière moins fréquente. Et j'en suis convaincu que, d'ailleurs ça a déjà commencé, on aura aussi maintenant des questions de mesures restrictives. En ce qui concerne le droit de la concurrence, on revient peut-être sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le private enforcement, que finalement ça n'a pas pris le volume que peut-être on pensait qui serait le cas, pour une raison ou une autre. Donc, c'est difficile à dire aujourd'hui que dans l'avenir, on aura vraiment beaucoup de cas de private enforcement. Mais c'est sûr que, vu le contexte actuel qui est quand même un peu difficile, il y aura des cas où des États, dans le contexte d'investissement, ou des entreprises, dans le contexte purement commercial, vont essayer d'utiliser des arguments de cet ordre pour essayer soit de résilier un contrat ou finalement obtenir une renégociation. Et donc ça, on ne peut pas l'exclure, et c'est ça en fait qu'on voit avec une certaine régularité plus fréquente aujourd'hui. En fait, c'est difficile de prévoir ce type de questions à l'avance. Il y a des entreprises qui sont plus susceptibles à ce genre de questions parce qu'elles sont suffisamment grandes et peut-être ils ont déjà une expérience en droit de la concurrence, soit à travers de fusions-acquisitions, soit parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une enquête où leur comportement était en cause. Et donc, ces entreprises peuvent être beaucoup plus attentives à ce type de questions. Dans un contexte d'abus de position dominante vers de plus petites entreprises, là, peut-être à cause de taille de clients, eux, ils seront moins susceptibles à examiner ces questions au préalable. Et en tout cas, si on se place dans un cas d'abus de position dominante, c'est sûr que ces gens-là n'ont pas vraiment une marge de manœuvre. Ils n'ont pas vraiment un pouvoir de négociation.
Donc plus ou moins, ils acceptent ce qu'il leur est proposé. Entre des entreprises qui sont, disons, en pied d'égalité, évidemment, là, c'est différent. Mais là, on se place déjà dans un contexte qui est plutôt celui de l'article 101, donc le comportement anticoncurrentiel. Là, ils peuvent se poser des questions sur des choses. D'abord, il y a les restrictions par objet, donc ils peuvent déjà vérifier que le contrat ne contient pas ce type de restrictions. Pour les effets, c'est un peu plus difficile parce que ça implique aussi un engagement des ressources qu'on ne voit pas. Et vu que le nombre de cas dans lesquels il y a un problème finalement, parce qu'il y a un litige, je ne dirais pas que ça c'est la majorité des cas. Donc finalement, ça devient, je dirais, presque un cost balancing exercise. Donc peut-être ce genre de questions passent en deuxième rang. Mon expérience, c'est qu'en fait, dans un contexte-là, les entreprises sont au courant des questions qui peuvent être posées. Mais en fait, au moment de la négociation, toutes ces questions semblent un peu lointaines. Et donc, elles ne sont pas abordées exactement de la même manière. Et ce n'est que par la suite, quand il y a un vrai problème, parce que le deal a capoté ou je ne sais pas quoi, et donc là, on revient sur cette question. Donc je pense ce que ces entreprises peuvent faire, c'est de juste être au courant de ces risques. Je ne suis pas sûr qu'elles peuvent faire plus à ce stade-là, mais être au courant des risques et être préparé au moins mentalement pour les affronter si besoin. Donc dans les années récentes, on a pu constater que ces questions sont plus fréquentes. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'on le voit tous les jours, mais on le voit beaucoup plus régulièrement que par le passé. Et ces questions appellent en fait à des compétences spéciales. Celui qui fait du droit de la concurrence toute sa carrière, ce qui lui manque, c'est en fait l'expérience en contentieux. Donc comment tout ça peut être mis en œuvre, pas devant une autorité ou pas devant une juridiction qui est spécialisée sur le droit de la concurrence. Donc être pédagogique, mais aussi savoir utiliser tous les moyens de procédure comme la document production pour avoir les documents qui conviennent ou en fait de se défendre, de donner les documents qui ne conviennent pas. Et en même temps, les gens qui font que de l'arbitrage, en fait, ce qui leur manque, c'est l'expertise en droit de la concurrence. Et parfois même la base qui est nécessaire pour comprendre même les notions essentielles. Qu'est-ce que c'est le marché pertinent? Qu'est-ce que c'est une restriction par objet, par effet, un abus de position dominante? Donc en fait, c'est des domaines, et pareil pour les aides d'État. Ou même moi, je trouve que les aides d'État, c'est plus facile d'un point de vue intellectuel à suivre. Donc en fait, c'est des litiges qui appellent à des compétences spécialisées dans des domaines qui ne sont pas des amis ou qui ne se racontent pas très régulièrement. Et donc je pense que le vrai défi pour les clients, c'est de trouver les avocats qui ont soit les deux qualités, ou soit de mettre ensemble des équipes des avocats qui peuvent maîtriser les procédures et aussi trouver les experts qui peuvent être pédagogiques, parce que, en fait, être expert en droit de la concurrence devant un tribunal qui est laïque, si je peux le dire comme ça, qui ne sait absolument pas de quoi on parle, ce n'est pas une tâche évidente. Hein. C'est une chose, on peut être un très bon expert devant un tribunal composé des experts en droit de la concurrence, et c'est une autre chose de devoir expliquer à quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans la matière, en commençant par vraiment les bases. Donc ça, c'est des défis pratiques que les clients doivent faire face et leurs avocats aussi. Donc je pense que le secret du succès, c'est de pouvoir mettre ensemble ces équipes qui peuvent prester les services qui sont nécessaires à tous ces niveaux.